Sì, Lorenzo, sono qui. Ah, ok, oui, non. J'ai commencé à partager parce qu'il y a un moment, ça demande Sì. de décharger, donc j'ai commencé à partager à Andiamo. l'avance. Ok. Pour aider les gens à remplir leur dossier PPT. Donc, je voudrais peut-être présenter ça à l'occasion. Oui, bah, je pense que le dossier, bonne idée. C'est exactement. Toi, tu vas venir aussi demain ou pas? Oui, je Ah, reste bon, jusqu'à demain soir. parce que demain, c'était plus marqué aussi sur le document. Donc, Eh ben, écoute, on peut en parler demain. c'est génial. Je profiterai de l'occasion demain. Et tu dors ici, d'ailleurs, non? Ah, bah, peut-être. Oui, c'est ici, peut-être. Oui, parce qu'on est Je pense que s'il y a quelqu'un, je vais aussi, parce que Ah bon, d'accord. vous ne pouvez pas te faire sentir tout seul. Cette fois, il y avait Magali, donc. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas de rester seule, hein. T'inquiète pas pour moi. On va commencer. On va commencer tout le monde. Et Dis-nous, voilà, Lorenzo. on aura puis Inès qui va dire que. Bah, peut-être qu'on peut déjà en parler brièvement. Mais... Oui, je la reconnais. Salut. Si tu ne reconnais pas en tant qu'institution. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Oui, bah parce que sinon, tu étais mis en galère. Mais attends. Alors. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire, Agnès? Ah, mais Agnès, elle peut être en plus demain. Non, ma brièvement, demain, tu vas expliciter. Mais Agnès, elle se propose pour nous aider à faire des documents, les notifications, en fait, parce que ce n'est pas vraiment des documents. Moi, j'ai découvert la... Les déclarations statutaires. Ah, tu veux que je parle là? Oui, pour que... Non, je pense que... oui, mais moi, je tourne le dos à mon public. Non. Non, Voilà, c'est ça, parfait. Voilà, bon, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai découvert la fraude du nom en militant pour la libération de la Savoie. Alors, il y a déjà un petit peu plus d'1 an, voire 2 ans, ça fait très bien. Et j'ai mis en place une formation sur la fraude du nom légal. Puis après, j'ai découvert le PPT. Donc, j'ai un peu creusé la question. Et donc, la prochaine formation aura lieu à Annecy les 28 et 29 janvier. C'est là-dessus. Et l'objectif, un des objectifs de cette formation, c'est que nous nous aidions les uns les autres à remplir nos dossiers et à les envoyer. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, il y a des petits papiers. Voilà, l'aspect pratique. Voilà. Mais déjà, peut-être, on va faire déjà. Si tu veux envoyer un petit message aussi dans le canal. Oui, je ferai ça aussi, oui. Voilà, sens-toi libre de le faire. Merci beaucoup, merci. Alors, merci aussi pour l'intermezzo musical, hein. Lorenzo, c'était toi ou bien non? Yves, waouh. Magnifique, j'ai bien profité avec ma tasse de café. Donc, merci, vraiment, voilà, pour l'attention et l'ensemble. Mais avant de continuer, je voulais vous demander, jusqu'à là, est-ce que ça vous va, l'exposition? Est-ce que c'est trop détaillé, c'est trop rapide? Il y a des choses qu'on donne pour donner. Premier retour sur l'ensemble, avant qu'on avance. tout est bon. Il y a un main levée là au fond. Non, c'est un doigt levé comme bon. ça. Un doigt levé, top, wow, ok. Ok, donc là, on avance et je dirais, avant vraiment d'avancer sur la présentation, il y avait 2 interventions par chat ici qui vont faire le lien avec ce qu'on va dire d'ici peu. Donc, FGTH, je ne sais pas comment il s'appelle, il dit « L'approche historique étant largement incertaine compte tenu de la falsification de l'histoire, quelle serait la bonne approche pour partir du vivant et du naturel et arriver à les faire prévaloir sur les juridictions. Et au-delà du côté pratique, dans quelle mesure les falsificateurs sont tenus de respecter des lois naturelles qui du coup deviennent importantes pour nous de faire valoir. Cette question est aussi à mettre dans un contexte où les pouvoirs en place sur Terre ont établi des règles qui respectent, leur permet de permettre toute cette mascarade. Ok. Donc, normalement, peu importe la falsification de l'histoire. Donc, tout ce qu'on a vu, en fait, mais je donne mon point de vue. L'histoire qu'ils ont mise en place, c'était juste, en fait, pour permettre de construire les systèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui, des pouvoirs, et en quelque sorte ouvrir pour que notre conscience, en quelque sorte, soit sous leur emprise, pour que notre connaissance en fait des causes soit en quelque sorte cachée
qu'on ne puisse pas l'utiliser et qu'on ne puisse pas la mettre en place. Mais elle est là. Donc, toute cette connaissance, la vérité, elle est là. Elle a juste besoin d'être reconnue par nous et d'être exercée. Donc, quand on parle des lois naturelles, on parle effectivement de tous des lois qui règlent les vivants. Et ce n'est pas des lois qu'on peut cacher sous terre et oublier. C'est qu'elles agissent même si nous, on ne les reconnaît pas. Donc, parce qu'elles font partie des lois universelles. Donc, du coup, en fait, quand on commence à réfléchir de cette manière, on voit aussi que tous les restes, tout ce qu'on a dit jusqu'à là, même l'histoire, pourquoi je l'ai appelé l'histoire des trois cités? Parce qu'en réalité, c'est toute une illusion, c'est une mise en place, c'est rien en fait. Si on commence vraiment à comprendre que c'est créé sur de la fumée, tout ça, et que c'est nous qui avons donné la valeur, mais comme on a donné la valeur à tout cela, on leur retire, et ça n'existe plus, c'est une histoire. Donc l'histoire en soi, ça prend le temps qu'il prend. L'histoire, ça doit juste nous enseigner, comme l'expérience, à apprendre quelque chose pour aller de l'avant et ne pas répéter certaines erreurs ou certaines expériences moins agréables. Donc, moi, je le prendrais plutôt de ces côtés-là. Et en plus, comment faire pour que les autres, les falsificateurs, respectent les lois? Mais les falsificateurs, en fait, ils ont créé des lois qui peuvent valoir juste sur des personnes physiques, des artifices comme eux. Parce que le moment où l'on se pose sous une autre juridiction, ils peuvent essayer de te refaire entrer dans la case. Ils peuvent essayer de te forcer à faire quelque chose, donc de te faire reconnaître dans une fiction, dans un artifice comme la personne physique, etc. Mais ils ne pourront jamais, si tu ne le veux pas, si tu ne donnes pas ton consentement, ils ne pourront jamais faire valoir leur juridiction. S'ils le veulent vraiment, ils peuvent exercer de l'abus et de la violence. Mais ça, c'est en violation du libre arbitre et ça a des répercussions qu'ils soient conscients ou pas, niveau des lois universelles, niveau de la loi naturelle. Et c'est là où le peuple doit intervenir, c'est là où on essaye de créer aussi cette notion de peuple responsable, donc pas style Révolution française, mais un peuple responsable, conscient, qui a des connaissances et qui a cette maîtrise de soi aussi, qui permet qu'on pose des bases pour quelque chose de nouveau. Donc, on n'est pas des bouchers, on ne se met pas à leur niveau, on n'est pas des bouchers, on ne fait pas d'abus, on fait pas de la violence, on est là pour nous affirmer et pour nous aider en quelque sorte réciproquement dans cette démarche de prise de conscience et d'affirmation. Donc, et même vis-à-vis du système, on fait de l'œuvre de pédagogie. Donc, on passe les messages, on leur fait comprendre que tout ce qu'ils croient être la loi, en réalité, ça n'est pas vraiment la loi, parce que la loi, elle a certains principes. Elle doit être universelle, elle doit être irréfutable. Donc, voilà, personne ne peut argumenter, c'est la loi, non? Donc, comme les lois universelles, c'est des lois parce qu'elles sont universelles, irréfutables, elles sont indéniables en quelque sorte. Et on n'a même pas besoin de les écrire parce qu'on les a dans l'ADN. Ils sont inscrits dans la vie elle-même. Donc ça, c'est des lois. Tous les restes, c'est des artifices qui ont été créés par l'homme pour subjuguer l'homme. Rien d'autre. Donc, maintenant, on va reprendre un peu la présentation, mais on est en fait, on est vraiment dans cet esprit-là. Hein, donc, il faut comprendre que toute loi n'est qu'une convention, qu'on décide de l'adopter ou un contrat, qu'on décide de l'accepter ou pas. Donc, et si on commence à regarder, à changer notre perspective dans ce sens, la loi n'est pas une obligation. Il n'y a pas de loi qui nuit, en fait. Donc, il y a une maxime du digeste aussi qui dit ça. Il ne peut pas exister une loi qui cause de l'injure, qui cause du dommage. Parce que sinon, elle n'est pas une loi. La loi doit rétablir la vérité. Donc, en quelque sorte, voilà, il faut comprendre ça. Donc, la loi est un contrat qui attend à être mise en place. Donc, une loi qui n'est pas mise en place, qui n'est pas exercée, ça n'existe pas. Donc,
je repartage mon écran. Parce que là, on va parler maintenant des hiérarchies des lois et ça revient aussi à la question qu'on a vue tout à l'heure. J'essaye maintenant de... Ça demande toujours un petit délai de déchargement, hein, donc soyez patients. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, 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 pas encore. Est-ce que c'est bon chez vous? Pas encore. Non, Allô? non, pas encore. Allô? Non, pas encore. Tu nous Allô? Le partage Allô? ne se fait pas. Non, non. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Oui, Lucia, on t'entend. Alors. Oh, ok, super, merci, merci. Ok, donc la hiérarchie des lois. Je ne l'ai pas appelée la pyramide des lois parce qu'il y a plusieurs façons en fait de, comment dire, rendre en image ce qui est la hiérarchie des lois. Mais comme on peut penser en fait, voilà, comme on dit que il y a en quelque sorte une hiérarchie, si vous voulez, énergétique dans l'ensemble, qui en réalité n'est pas une énergie, ben dans les lois, c'est exactement la même chose. Donc, en réalité, la hiérarchie en soi, c'est un peu une illusion. Donc, mais parce que les restes, ça n'existe pas. La plupart, en fait, des lois, ça n'existe pas, comme je vous ai dit, si elles ne sont pas exercées. Donc, l'une des manières de représenter cette hiérarchie des lois est une pyramide. Mais à la base, donc, quand on parle de quelque chose d'indéniable, universel, comment dire, réfutable, etc., ben, on n'a que les lois universelles, les vivants, qu'on peut définir comme des lois. Parce que les restes, en fait, est un artifice. Donc, les restes ont été créés par l'homme. Donc, il n'était pas là à la base. Donc, tout homme, en fait, il a sa capacité de raisonner, donc son interprétation des choses. Et donc, on verra qu'on nous a imposé une interprétation de la chose. Et donc, tout est réfutable. Tous les autres droits dérivés de ces lois universelles, de la loi naturelle, comme elles sont réfutables, ne sont pas des lois. C'est juste un titre qu'on leur a donné. Donc, il faut vraiment comprendre cela. Donc, à la base, quand on dit que les légitimes a priorité sur les légales, c'est justement parce que les légitimes n'ont pas besoin d'être expliqués. C'est du réel, ça existe. Ça n'a même pas besoin d'être écrit parce que c'est confutable. C'est quelque chose, en fait, qu'on peut palper chaque jour. Tous les restes, c'est du légal, c'est des constructions, c'est des structures, en fait, qu'on a créées pour nous mettre à disposition quelque chose, en fait, pour mettre à disposition des élites quelque chose. Mais en réalité, ces élites-là ne se sont pas rendues compte que ces instruments-là, c'était effectivement des évolutions pour notre conscience. Parce que nous a fait prendre conscience au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la loi naturelle, de la cage où l'on nous avait mis. Donc, si on pense même en sorte voilà, comment dire, de chronologie, s'il y a eu une chronologie, donc Serge Docet, donc si on pense à la chronologie, normalement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tout ce qui était constitution. Donc, un pays qui établit ses lois, eh ben, normalement, il a écrit une certaine constitution. Même à Rome, qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit voilà, son digesto, voilà, pour mettre par écrit c'est qu'il disait être les lois. OK? Donc, la Constitution, ça devait être en fait, en quelque sorte, les lois du peuple. OK? Donc, on a les droits de l'homme qui étaient à la base des principes des lois naturelles qui avaient été mis par écrit. Donc, sauf qu'il y a eu des aberrations là-dedans. Donc, les termes personne, par exemple, il y a aussi des constructions telles que les concepts de famille.
il y a énormément de termes qui sont utilisés de manière inappropriée. Les termes propriété aussi comme possession, alors qu'à la base, si on regarde même d'un point de vue scientifique, c'est une caractéristique de l'être et non pas de l'avoir, la propriété. Donc, il y a plein de choses, des termes qui ont été utilisés de manière inappropriée, même niveau des constitutions, même niveau des déclarations des droits de l'homme. Mais en quelque sorte, s'il y a des traces de lois naturelles, il faut regarder à ça. Donc, ils sont en fait, si vous voulez, du haut vers le bas, en troisième position. Voilà, ça, c'est pas moi qui a fait cette pyramide, c'est une autre âme, en fait, Daniel, qui a étudié, en fait, aussi les droits commerciaux internationaux. Et donc, il nous a offert cette pyramide que erronément a été définie pyramide de Kelsen, mais que Kelsen n'avait jamais mise en place. En fait, voilà, ça j'aurais dû le dire. Donc Kelsen est le personnage que voilà, il est là à gauche. Il est le personnage, en fait, qui a voulu rendre abstraite et objective la loi. Parce qu'avant, il y avait la loi coutumière, encore une fois. Même en Europe, il y avait la loi coutumière telle qu'on l'a envisagée en Angleterre. Sauf qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il s'était dit il y avait trop de possibilités. Effectivement, l'humain, il pouvait avoir encore des manières de se défendre. Donc, il fallait l'éloigner encore plus voilà, de cette loi coutumière du peuple pour qu'il puisse le subjuguer mieux. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, Kelsen, effectivement, l'a rédigé la théorie du droit pur, ce qui fait que la loi est devenue objective, selon eux. Donc, il n'y a pas un juge qui détermine des sentences et voilà, donc il a son point de vue subjectif de la chose, mais c'est la loi en quelque sorte qui est abstraite et qui s'applique. Donc, encore une fois, c'est comme si on avait un robot qui applique voilà, sur un menu. Voilà, ça, c'est la loi qui s'applique. Et ça, c'est une objectification de la loi qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour revenir à nous, donc, les droits de l'homme, en fait, étaient encore, si vous voulez, les déclarations des droits de l'homme elles avaient encore des traces de lois naturelles à leur intérieur. Et au fur et à mesure que cette abstraction voilà, du droit a été mise en place, mais il y a eu plusieurs choses en fait qui se sont mises, voilà, plusieurs instruments qui ont été créés. Donc, les constitutions, c'était encore une autre déclinaison de ces déclarations, donc des déclarations en fait des droits de l'homme. Je ne parle pas de la déclaration des droits de l'homme qui est arrivée même après les constitutions. Hein. Je parle effectivement des droits de l'homme tels qu'ils avaient été interprétés, qu'ils avaient été repris dans les constitutions. Donc, il y avait déjà des chartes. La Magna Carta Libertatum était l'un de ces chartes des droits de l'homme, par exemple. Voilà, juste pour vous dire. Hein. Encore une fois, l'ordre chronologique est opinable. Ce qu'ils nous ont raconté. Donc, après, il y a eu tous ces blocs constitutionnels de constitutions qui ont englobé certains droits de l'homme. Et il y a eu une déclaration des droits de l'homme qu'on reconnaît aujourd'hui, internationale, européenne, etc., etc. Dans ces constitutions, il y a les premières versions surtout, il y a encore des traces de la loi naturelle, mais on s'éloigne de l'universalité, on s'éloigne effectivement de ce principe de non-discutibilité voilà, de la loi. Et paradoxalement, les plus la loi devient abstraite et les plus elle devient moins universelle. Parce qu'elle a besoin d'être expliquée, parce qu'elle est filtrée, parce qu'elle s'éloigne de l'humain. Et donc, après quoi, il y a quoi? Il y a les gouvernements, donc il y a tous les décrets, les lois, les règlements qui sont déclinés selon les pouvoirs locaux. Donc, il y a toute une jurisprudence qui a été mise en place, des actes administratifs et pas étonnamment, à la fin, on a quoi? La personne. Donc, la personne comme création qui permet le pont de toute cette fiction avec l'humain. Donc, l'homme qui se reconnaît dans cette fiction, en quelque sorte, elle leur permet, elle leur donne la possibilité d'exercer la possession qu'on a vue tout à l'heure, la jus in re, la juridiction sur lui, en devenant leur propriété absolue.
Donc, en quelque sorte, voilà, quand on parlait de la monarchie et tout cela, il y a beaucoup de liens, en fait, avec ces pouvoirs absolus du gouvernement sur l'homme. Donc, et encore une fois, donc il faut comprendre que il faut couper cette chaîne. Donc, la maille qu'il faut couper est vraiment le pont avec la personne physique. Après, il y a eu d'autres interprétations, effectivement, de cette hiérarchie des lois. Donc, je vous ai mis une photo de Cal Washington. Et moi, voilà, je l'apprécie énormément. J'ai trouvé que des vidéos avaient été traduites en français, donc je vous ai mis le lien parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui a terminé même en prison, il a fait vraiment des choses, mais parce qu'il a testé de lui-même toutes les limites du système. Et donc, du coup, maintenant, il mène sa vie voilà, vraiment bien et il n'a pas de boîte postale. En fait, il a une boîte postale qu'il loue et en fait, il est complètement délié de toutes les chaînes de l'État. Il a gagné je ne sais pas combien de causes au tribunal parce que voilà, il est passé de quelqu'un vraiment d'inexpérimenté, il a gagné effectivement son expérience en faisant des actions. Donc, lui, il représente quoi? Il nous dit que normalement, nous, on est mis dans une cage, mais cette cage n'est pas une cage unique. Il y a plusieurs niveaux de cette cage. Donc déjà, nous, on répond quand on travaille. Pourquoi ils veulent qu'on travaille pour les systèmes? Parce que ça nous met déjà une première cage. Donc, ça nous met dans une position de dépendance où l'on doit obéir à quelqu'un pour obtenir certains privilèges qui est notre salaire. Donc déjà, il y a donc la loi du responsable, il y a la loi de la corporation pour laquelle on travaille, il y a peut-être la loi du groupe pour laquelle la coopération travaille, il y a la loi locale de l'endroit où cette corporation opère, il y a après la loi de la République, par exemple les États-Unis d'Amérique, pour lesquels, en fait, les États-Unis d'Amérique, donc Washington, D.C., par laquelle, en fait, il opère. Il y a la République, donc vous savez qu'il a mis volontairement en bleu les corporations et il a mis volontairement la partie plus légitime, en disant le moins artificiel, en bleu clair, pour identifier aussi la dichotomie entre des Washington DC, des District of Columbia et les États-Unis d'Amérique fédérales. Donc, quand on parle des républiques, il parle de la fédération des États-Unis d'Amérique, qui est légitime en fait. Et après, il avance dans tout cela. Donc, ce qui ne se lit pas là, c'est la Constitution et la Lex Mercatoria. Pourquoi? Donc, la Lex Mercatoria est effectivement le UCC, le Uniform Commercial Code, le Code commercial uniforme, et toute la loi qui est rentrée dans la common law. Il faut comprendre que, et il explique aussi très bien qu'à Washington, que la loi coutumière, en quelque sorte, la loi du peuple, a été altérée par ce mélange de lois commerciales, effectivement, qui est devenu après les droits civils anglo-saxons. Et chez nous, c'est exactement la même chose. Dans l'abstraction, ils ont fait rentrer les commerces là-dedans. Donc, vous voyez, donc on s'éloigne encore une fois de nous, on s'éloigne du centre. Et après, il dit, ben, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà de ça, il y a les constitutions, il y a les aspects plus ésotériques, et la loi universelle et les lois naturelles. Donc, il faut l'écouter parce que c'est très intéressant. Mais donc, il dit qu'il faut renverser, en quelque sorte, cette concentricité. Si on la renverse, on la met à l'envers. Et donc, nous, c'est nous qui donnons les pouvoirs à tous les restes d'avoir une juridiction sur nous. Et que la clé de tout ça est où l'on se positionne dans cette concentricité, dans quelle juridiction nous, on se pose. On se pose au centre ou on se pose à l'extérieur de tout cela. Moi, j'ai trouvé très intéressant cette approche parce que ça donne visuellement l'idée que nous, on choisit à chaque fois par notre consentement où l'on veut se positionner. Après, il y a cette représentation, elle est en italien, mais j'ai volontairement laissé tout cela en italien parce que c'est Alejandro Angelica qui est une autre âme aussi de notre, voilà, qui
du groupe qui utilise les documents PPT et qui a représenté cela de manière aussi très claire. Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, la hiérarchie est juste une représentation, est une illusion, et la pyramide aussi. Donc, comment on pourrait représenter cela pour qu'on comprenne vraiment comment dire, cette distinction, en fait, ces liens qu'on a avec les systèmes, mais avec les différentes juridictions aussi. Donc, lui, il dit qu'il y a il propose une interprétation selon laquelle les légitimes et les légales se distinguent, en fait, ils ont la même relation entre eux que les de jure et les de facto. Donc, la légitimité vient du fait qu'il y a des lois donc universelles, irréfutables, etc., qui font que ça soit indéniable qu'on ait certains droits. Et après, il y a tout ce qui est les de facto, donc sur lesquels il n'y a pas de loi réelle, donc il n'y a pas de loi universelle, irréfutable, indéniable sur lesquelles ils se basent, mais qui quand même on a accepté jusqu'à là et qui prétendent exister. Et là, on rentre dans les domaines du légal. Donc, dans cette dichotomie-là, on voit qu'on distingue la loi de la terre et la loi de la mer. Pourquoi? Parce que dans la loi de la terre, on a qui agissent quoi? La loi universelle, donc les lois de Dieu, du créateur de l'univers, la loi naturelle, avec sa primauté, la loi commune, comme je disais, la loi coutumière du peuple, où en fait, à la base, c'est vraiment exercer son libre arbitre sans causer des dommages, des pertes ou des fraudes à d'autres, et en même temps, en assumant sa propre responsabilité limitée. Et après, il y a tous ceux qui sont en quelque sorte les lois constitutionnelles où la loi naturelle, en quelque sorte, était intégrée d'une manière ou d'une autre, mais selon lesquelles, en fait, toutes les charges et les rôles publics devaient prêter serment. Et la clé de tout cela, vraiment, qui est encore à nos jours existant, de la loi de la terre sur le système, est le serment. Parce qu'un juge, en fait, il a encore le final bullet qu'on a traduit, le document qu'on a traduit l'autre jour, ça les dit clairement que pour pouvoir obtenir le plein pouvoir sur l'aspect judiciaire sur Terre, ils ont dû éloigner tout ce qui était les juges, les magistrats, etc., du public. Parce qu'avant, comme on a vu même dans les Black's Law, quand on parlait des juridictions, hein, on ne parlait pas des gouvernements, c'est après qu'ils sont venus. Donc, ça veut dire qu'à la base, il y avait des connaissances réelles de la chose qui après ont été altérées. Et donc, les juges, ils prêtaient serment et ils prêtent encore serment, sauf qu'ils ont intégré en même temps un contrat avec des institutions privées qui fait qu'ils soient comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, non? Ils soient tous les temps en train de jongler entre les privés et les publics. Donc, quand on s'adresse à un juge, il faut leur rappeler leur serment. Parce que c'est là, en fait, où l'on s'appelle de jure au public. Et à chaque fois, il faut leur demander s'ils s'expriment de jure ou de facto. Et s'ils s'expriment s'il est sous serment quand on échange avec lui, si vraiment on échange, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on limite aussi, qu'on limite ou qu'on ne se rende pas, qu'on ne reconnaisse pas du tout leur autorité en se rendant au tribunal. Mais voilà, si jamais on avait affaire à un tribunal, vraiment, et s'exprimer, leur demander s'il est sous serment. Parce que s'il est sous serment, le fait qu'il n'applique pas les lois, ça fait tomber son serment et ça fait tomber sa charge. Parce que c'est le pont avec la loi naturelle et c'est le pont avec les publics. Donc, il est tenu à appliquer les lois indéniables de l'homme, donc les lois constitutionnelles, les droits de l'homme, la loi naturelle, etc., pour les publics. Parce que sinon, s'il agit en privé, ben, il n'a pas de pouvoir sur vous.
Donc, à chaque fois, il faut leur demander cela. Il faut vraiment le challenger de ce point de vue. Sous quelle veste vous êtes là? Donc, comme elle a fait Francesca tout à l'heure. Francesca, qu'est-ce qu'elle a dit? Dans quelle veste, elle a dit à l'avocate, vous êtes là? En fait, et vous êtes en train de défendre le public ou vous êtes en veste privée? Et ils n'ont pas répondu. Ils ont dit, en tant que mère, mais ça, ce n'est pas une réponse d'une avocate. Donc, il faut comprendre cela. C'est le serment qui lie encore les individus au public, mais qu'en même temps, ils ont un contrat privé et donc ils ont tendance, pour ne pas perdre le privilège, à agir sous leur contrat privé. Donc, il faut le rappeler. Et après, on parle de présomption, parce qu'il y a la présomption du public. Donc, ils travaillent pour du privé, mais ils ont la présomption du public. Et donc, ils ont la présomption de pouvoir légiférer, d'exercer une certaine autorité sur vous comme du public alors qu'ils ne le sont pas. Et après, il y a toute la loi de la mère. Donc, il y a toutes les lois locales, loi de la mirauté, parce qu'on est effectivement, quand on parle de tribunaux, on est dans des lois vraiment d'amirauté militaire. Et la loi martiale, par exemple, tout cela, on l'a appliqué de nos jours au civil. C'est quelque chose de normal, en fait. Voilà. Et tout cela est un contrat. C'est réduit toujours à des contrats. Donc, il faut maîtriser voilà, les bases du contrat, mais qu'on explique déjà si on lit la FIDAVIT, ils sont nommés, si on lit l'adversus interdictum, dans tous les documents qu'on met à disposition, elles sont bien clarifiées. Donc, à chaque fois, s'ils ne répondent pas en fait à des bases de contrat claires, d'où le consentement, parce que ça fait la base d'un contrat valable et légitime. S'ils n'ont pas ces consentements, s'ils n'ont pas en fait respecté ces bases de contrat, tout le reste n'existe pas parce que eux, ils sont toujours en train d'agir sous la loi de la mère, la loi commerciale, la loi de la mirauté et toutes les lois statutaires qui vont avec. Il faut vraiment, vraiment comprendre cette différence-là. Donc, c'est que en fait, je voulais rajouter par rapport à ça, parce que les de jure et de facto, c'est aussi un sujet vraiment clé. Donc, il y a aussi un autre livre magnifique de David Robinson, que tu sois en fait celui qui exécute son trust, en fait, que tu puisses exécuter ton trust toi-même. Et en fait, il représente les de jure et de facto de cette manière. Normalement, aujourd'hui, on est ça. Donc, si on n'a pas fait nos déclarations statutaires, si on n'a pas repris notre souveraineté en main, en fait, on n'est pas encore autodéterminé en sorte vraiment intérieurement, spirituellement et dans la pratique, parce qu'il faut se rendre la chose publique pour pouvoir exercer sa juridiction. Normalement, on est dans cet état. Donc, la fiction juridique est le trustee, l'administrateur, les juges et l'exécuteur du trust, et l'État est le bénéficiaire. Nous, on n'y est pas en réalité. Nous, en tant qu'hommes, on n'y est pas. Mais on s'est identifié avec John. John majuscule, lettre majuscule. Donc, capite diminution maxima. Donc, si on est dans cet état, dans cet esprit-là, on voit que John, le trustee, est l'administrateur. Donc, pour ceux qui connaissent un peu voilà, les bases du commerce, quand on parle d'un administrateur délégué d'une société ou d'un directeur de la société, pourquoi il est payé autant cher? Parce qu'il prend sur lui non seulement les privilèges de son poste, donc voilà, les salaires bien parfumés, mais les obligations aussi. Si la loi est enfreinte sous son égide, en quelque sorte, ou sous sa direction, c'est lui qui paye personnellement. D'où la raison pour laquelle il est payé, c'est lui qui a payé. Donc, si John est l'administrateur du trust, qu'il n'a même pas créé, ce qui a été mis en place pour lui, bien évidemment, lui, il va prendre sur lui toutes les obligations. Et on est comment dire, on est en quelque sorte à la merci de l'État qui est le bénéficiaire et qui peut nous dire que John
n'a pas fait son devoir en tant qu'administrateur. Parce que les actionnaires, les bénéficiaires, ont décidé que ce n'était pas le cas. Et ça, c'est dans le monde de facto. On n'est pas dans la loi naturelle, on n'est pas dans les lois universelles, indéniables. Voilà, il n'y a pas de critères des lois. C'est le de facto, c'est ce qu'on prétend être et ce que nous, on a accepté que ce soit. Après, il y a la voie de jure, donc la loi. Et quand on est dans les de jure, c'est que normalement, disons, pourrait être, si on était vraiment dans les de jure, ben, John, la fiction de John devrait être l'exécuteur. Ça devrait être le pont de l'administration, effectivement. John minuscule, donc l'homme et les bénéficiaires. Donc, ça serait mieux écrit en minuscule, mais bon, là, il exerce sa personnalité, non personne, personnalité juridique. Donc, c'est écrit en alterné. Et l'État, elle est trustee, parce que c'est lui qui l'a mise en place d'ailleurs, et en plus, parce que lui, il a les obligations de gérer le trust de John, et John, il a les droits d'évaluer le travail du trustee de l'État. Donc, si John, l'actionnaire, décidait un jour que l'État faisait un travail de... ben, John aurait le pouvoir de dire, ben, l'État, ben, au revoir, voilà, je te vire. Et c'est ça, à la base, les publics, parce que si on pense que les peuples, quand on parle de souveraineté des peuples, on parle justement de ça. On met les peuples comme bénéficiaires, normalement, hein, les peuples bénéficiaires, dans une république qui n'a jamais existé, mais dans une république, il y a les peuples comme bénéficiaires, il y a des représentants du peuple comme exécuteurs, et il y a l'État, donc les gouvernants, etc., qui est les trustees. Mais ça, tout cela, ça n'a jamais été mis en place en quelque sorte. Donc, les publics n'a jamais existé. Parce qu'il y avait des trusts à la base qui prévoyaient que John était le trustee. Donc, maintenant, ce qui devrait être, qui n'est même pas la deuxième option de jure, ce qui devrait être, c'est ça. Il n'y a même pas de triangle. Il n'y a même pas de pouvoir, hein, des côtés du pouvoir, là. Pourquoi? Parce que les publics travaillent pour les publics. Le peuple travaille pour le peuple. Et chaque individu qui appartient au peuple, il a les intérêts du peuple. Donc, à la base, il y a John, minuscule, l'homme qui est l'actionnaire et le bénéficiaire de tout ce qui est mis en place. John, la fiction, qui est l'exécuteur, si vraiment on veut avoir un nom sur papier pour faire fonctionner toute la machine. Donc, John est l'exécuteur. Mais après, il y a qui? Il y a les administrateurs publics et non privés, parce que là, on est encore dans les privés. Donc, il y a des administrateurs publics qui font les intérêts du peuple et qui s'identifient avec le peuple, comme c'était avant, et comme c'était avant, comme effectivement ça aurait dû être. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que même tous les Global Estate Trusts, à chaque fois, il a de bonnes intentions. Donc, la maçonnerie, en quelque sorte, il a eu toujours deux directions. Hein. Une direction un peu plus évoluée pour l'humain et la direction un peu plus voilà, corrompue, etc. Donc, ça, il y a toujours la dualité dont on parlait, ça a toujours existé. Il ne faut pas penser que c'était tout pourri, même à la base. Hein. Donc, il y avait toujours des bonnes intentions qui ont été instrumentalisées pour autre chose. Donc, les trustees publics qui opèrent pour les publics à la base, et donc, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de pouvoir à mettre en place, il y a tous qui travaillent pour tous. Et c'est ça où il faut revenir. Donc ça, je vais pas non plus me prolonger parce que j'ai vu que Lorenzo t'avait partagé aussi un document voilà, qu'on a à disposition même sur les sites. Mais voilà, il faut toujours comprendre que les de facto se basent sur certaines présomptions qu'il faut que vous appreniez presque par cœur. Lucia, juste, et là, tu as fait l'exemple de John et ce qu'aurait dû être, mais en fait, c'est ce que Francesca, elle a fait, en fait. Elle a mis en place ce que l'exemple. Voilà. Même, non, elle est même sortie de ça. Elle est sortie en fait, ce que Francesca a fait,
elle a dit, ben, parce qu'en fait, le public trustee, ça n'existe pas aujourd'hui. En réalité, les seuls trustees publics, ça serait ceux qui ont initié l'OPPT. Mais en fait, ils étaient là juste pour créer un trust qui allait surmonter tous les autres trusts pour qu'on puisse s'en servir comme ordonnance de loi internationale et universelle, qu'on puisse s'en servir comme juridiction indépendante internationale. Mais leur job s'est arrêté là parce qu'ils ont fait même plus que ça. Ils nous ont dit, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous reprenez votre responsabilité illimitée, l'OPPT n'a plus raison d'être. Vous, en quelque sorte, autoréglez, vous créez des communautés dans lesquelles ces principes se propagent, se vivent tous les jours, et il n'y a plus besoin d'un gouvernement, il n'y a plus besoin de public trustee. On est tous des public trustees, on est tous des actionnaires, on est tous des bénéficiaires, on est tous des exécuteurs. Il y a une Donc, c'est question. comme si ça n'existait plus. Ah, non. Oui. Non, rien. Nous, là, continue. Non, mais justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, Francesca, ce qu'elle a fait, elle a dit, ben, tout ça qu'ils essayaient de mettre en place, les de facto, parce qu'il a posé la question dans quel rôle vous êtes, elle a démantelé les de facto. Et en plus, elle a dit, même de jure, comme ça devrait être, ça ne se tient pas pour moi. Parce que moi, je suis sous la loi naturelle, je suis sous une juridiction qui est bien autre de ça. Donc, c'est ça que normalement qu'on fait. Et c'est pour cela que ça ne peut pas s'improviser parce que souvent, malheureusement, en fait, voilà, il y a des gens qui ont des problèmes et qui sont dans l'urgence de résoudre des problèmes, mais qui n'ont pas encore entendu parler de la fraude du nom, qui n'ont pas encore entendu parler de l'OPPT, qui n'ont pas encore entendu parler de plein de choses et qui me demandent, mais est-ce que je peux envoyer des papiers? Est-ce que je peux faire des choses? Et là, honnêtement, je ne me sens pas à l'aise de se faire lancer parce que même en Italie, on a eu des cas de gens qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas vraiment rentrés vraiment dans les sujets, qui n'avaient pas intégré encore bien les choses. Et ça peut empirer. Si on n'a pas intégré vraiment et on n'a pas encore ce travail spirituel de fond et cette intégration des documents, ben là, justement, ça peut même empirer la chose. Donc, je ne me sens pas, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. C'est un travail vraiment qui doit marcher d'un point de vue spirituel et matériel en même temps. Mais ça commence par cela, ça commence par une prise de conscience. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Parce que j'ai juste une dernière slide et après, on peut ouvrir même la discussion hein, parce qu'il y a énormément d'informations là-dessus. Donc, juste pour terminer, voilà, les présomptions du de facto, je l'ai fait vraiment en quelques mots parce que, voilà, elles sont 12, on ne va pas rentrer dans tout. Mais pour résumer, il y a la présomption de public, donc d'instruments publics, de serments publics, qu'ils agissent pour les peuples quand on parle de public, qu'ils agissent pour les peuples, alors que ce n'est pas le cas parce qu'ils sont des corporations. Donc, ils ne sont pas juridiction sur nous parce que nous, on est les publics. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, à chaque fois, il faut leur dire investe de quoi? Investe public ou investe privé? Investe de jure ou investe de facto? Parce que s'ils disent du public, ben alors là, moi, je considère que vous n'êtes plus en mesure d'exercer votre rôle parce que vous n'avez pas respecté la loi. Parce que vous êtes en défaut de corruption, vous êtes clairement en collusion avec des sociétés privées. Après, il y a une présomption d'immunité que si on est dans les publics, ils ne peuvent pas être attaqués de manière personnelle. Et ça, ce n'est pas le cas parce que déjà, ils ne sont pas dans les publics. Et déjà, même les juges, normalement, quand il est dans les publics, il n'a jamais d'immunité. Jamais. Ils sont des hommes. Donc, il ne peut pas y avoir d'immunité. Et si le public décide que les juges ne doivent pas plus exercer parce qu'ils ne respectent pas la loi, ben, son serment est déchu parce qu'il n'a pas respecté la loi. Il y a même d'autres présomptions qu'on soit sous tutelle et qu'on reconnaisse à chaque fois leur juridiction. Donc, la présomption de convocation sous peine. Mais regardez les termes. Sous peine, ça veut dire sous peine. On accepte déjà la peine, les moments où l'on se rend à une convocation.
Ça s'appelle vraiment comme ça. Convocation, ça s'appelle un sub pena en droit romain. Donc, vous acceptez, vous auto-dénoncez les moments où vous vous rendez à un tribunal, où vous répondez en convocation en vous rendant voilà, chez qui vous a interpellé. Il faut toujours faire des écrits pour mentionner qu'on n'est pas sous leur tutelle et qu'on n'est pas sous leur juridiction, comme Francesca l'a fait. Et qu'elle est partie même en audience. Donc, il faut faire des écrits, mais il faut, voilà, après, il faut oublier, voilà, le mettre d'à côté. Mais il faut le répondre, comme quoi, répéter qu'on n'est pas sous leur juridiction. Donc, on n'est pas sous leur tutelle, ça, on l'exprime de plusieurs manières. Et après, il y a en fait, voilà, ce qu'on a dit là. Donc, ça, des centaures, exécuteurs de centaures, encore, ça revient au fait qu'on s'autodénonce, la culpabilité, on s'autodénonce. En fait, ils ont besoin de notre consentement, même pour nous dénoncer, en fait, parce que sinon, on ne pourrait pas. Vous imaginez comment c'est tordu l'affaire. Et ce qu'on a dit jusqu'à là, c'est que la présomption que les gouvernements agissent dans les rôles d'exécuteurs et de bénéficiaires. Parce que cela n'est pas le cas. Normalement, ce n'est pas le cas. C'est nous qui acceptons qu'ils soient actionnaires, qui gèrent notre valeur et qui puissent en avoir les bénéfices sans en avoir les obligations. Donc, voilà, ça, c'est très important. Il faut vraiment les comprendre, les 12 présomptions, parce que ça vous permet de vraiment d'interagir aussi avec, voilà, tous les fonctionnaires prétendus publics. Voilà, avant qu'on avance dans les projets communs, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Voilà, OK. Moi, j'ai une petite... Donc, Attends. oui, Il y a une question. ah, OK, OK. Oui. J'ai une question, en fond. Alors, attends, Vis-à-vis de l'administratif, nous, citoyens de base, est-ce qu'on a toujours pratiquement raison de ne pas leur obéir? On a toujours besoin... Oui. On doit se révolter. Je ne sais pas, l'imposition, les peines d'amende de voiture, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. On est soumis à leur loi. Est-ce qu'on est soumis ou on n'est pas soumis? Toi, comment la tu te question, sens? faut que tu la poses à Tu te toi. sens soumis ou pas? Oui, mais avec l'OPTT, est-ce qu'on peut leur dire, on a notre liberté? Oui, C'est quoi ton prénom? Patrice. Patrice. Alors, Patrice, ce n'est pas l'OPPT qui fait les jobs pour toi. C'est toi qui fais les jobs pour toi. D'accord. Donc, les moments, en fait, où tu te sens soumis, tu es soumis. Les moments, en fait, où tu décides que tu as besoin de te révolter pour t'affirmer, ben, encore une fois, ça te revient à toi, parce que tout ce qu'on envoie à l'univers, ça revient comme un boomerang. Donc, dans la révolte, il y a toujours la colère. Il y a toujours, en fait, une envie de gagner parce que notre ego a été touché. Donc, la raison, en fait, ce que je recommande, mais encore une fois, c'est une approche individuelle. Hein, donc, et dans tous nos documents, il y a en paix, en amour et harmonie. Mais ça, ce n'est pas juste des mots pour dire ben, on est bon, on ne fait pas la guerre, peace and love. Non, c'est vraiment une attitude d'esprit. C'est le fait de reconnaître que l'autre nous pose des challenges pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses. Donc oui, tu as toujours raison de dire non, parce que c'est ton droit, c'est ton libre arbitre. Et parce que sans ton consentement, ils ne peuvent pas avancer dans ce qu'ils font. Mais non, il faut faire les choses bien. Parce que je vois plein de monde, voilà, dans plein de groupes souverains, même ceux en indépendant, qui se révoltent et se trouvent en fait dans la panne après. Parce que ce n'est pas l'attitude, en fait, ce n'est pas un ego qui doit gagner sur un autre. Ouais. C'est ta prise de conscience, c'est ton affirmation de toi. Donc, c'est différent.
en fait, plutôt que de se dire, ben, eux, ils n'ont pas les droits de faire ça, ils n'ont pas les droits de faire ça. OK, ça, on l'a compris, toute illusion. Tout ce qu'on a vu là, c'est une fiction. OK? Il faut juste leur faire comprendre, leur passer les messages par des documents qui sont juridiquement valables parce que c'est des contrats, c'est les seuls documents qu'ils peuvent comprendre parce qu'ils sont des corporations, des sociétés privées. Donc, par des documents des commerces, leur faire comprendre qu'ils sont sujets à certaines lois, d'où l'OPPT, ordonnance de droit universel international, mais aux lois naturelles qui ne sont pas écrites aussi, et que toi, surtout toi, tu n'es pas sous leur juridiction, mais c'est toi qui dois leur dire. Parce que jusqu'à ce moment-là, tu as présumé accepter leur juridiction. C'est ce qu'on a vu là, les présomptions du de facto. Si tu ne leur dis pas, mais non, vos présomptions, ça ne tient pas, parce que moi, je ne suis pas du tout l'administrateur de mon trust. Parce que moi, honnêtement, je n'ai pas besoin de votre tutelle. Parce que moi, je n'accepte pas de m'auto-dénoncer. Moi, je n'accepte une amende, c'est une autodénonciation. Les moments où l'on répond à une amende, même par leur formulaire, il ne faut jamais utiliser leur formulaire. Hein. Il faut l'adresser au tribunal, il faut l'adresser à ceux qui vous l'ont envoyé, mais jamais, jamais utiliser leur formulaire. Parce que c'est une formulaire d'autodénonciation qui utilise votre fiction juridique. Donc, à chaque fois qu'ils vous envoient des trucs comme ça, c'est un contrat qui vous a demandé de signer, et si vous les signez, ben vous l'acceptez. Point barre. Donc, il faut toujours voir avec cette vue. Avec vous, ils sont en train de faire des commerces, et dans les commerces, vous avez le droit de dire non, j'accepte pas. Et vous pouvez les faire les moments que publiquement vous envoyez vos déclarations statutaires, donc qu'ils soient au courant, qu'ils ne veulent pas l'accepter ou pas, peu importe. Mais vous avez votre récépissé, vous pouvez utiliser même avec les prétendues autorités prétendues publiques. Et vous agissez d'un point de vue commercial avec eux en disant, mais ben non, en fait, j'ai dit non. Ou j'ai dit, OK, je peux accepter, mais à condition que vous réfutiez ces points. Et ça, c'est aussi un autre outil commercial qui est intégré dans nos documents. Donc, voilà, OK. Donc, dans les commerces, il y a ça. Il y a toujours l'acceptation du contrat ou la négociation. Est-ce que je peux réagir par rapport à cet exemple de l'amende? Bien sûr. Je m'appelle Jean-Charles. Bonjour, Jean-Charles. Est-ce que le simple fait d'aller se garer dans une zone payante d'une ville ou d'utiliser les routes et de se prendre une amende en tant qu'utilisateur de ces édifices qu'on met à notre disposition, est-ce que le simple fait de les utiliser ne nous oblige pas justement à respecter leurs lois? Je t'ai fait, Jean-Charles, une question. Qui est-ce qui a décidé que le terrain du parking soit un terrain privé? C'est eux, oui, c'est leur loi, c'est leur juridiction. Voilà. Mais encore une fois, c'est à qui la terre? Ouais. OK. À personne. On a tous le droit de bénéficier de ce que la nature, le monde offre, un respect, une responsabilité illimitée en tant que gardien de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais personne ne peut dire ça, c'est à moi, point barre. Au moins qu'on ne renvoie à un concept de propriété comme elle était à l'origine, caractéristique des lettres, autre chose. Mais ça, on va faire un autre chapitre parce que c'est un peu long. Et ça sera dans la charte des droits naturels qu'on est en train de rédiger pour remettre les choses à plat. Mais voilà, encore une fois, tu t'égares, même dans des endroits payants. Tu exposes quand même, voilà, dans ta voiture, tu exposes la Declaration and Order, donc un document officiel de loi universelle, donc voilà, des lois internationales universelles, voilà, devant
ta voiture, tu mets les free pass à ta voiture. On arrivera même à avoir des plaques, parce qu'en Italie, ils sont déjà en train de créer des plaques, voilà, vraiment pour voilà, ceux qui se sentent essence éternelle et qui veulent l'utiliser. Et quand tu as des échanges, quand tu dois rejeter quelque chose, déjà, s'il n'y a pas de plaques, tu ne vas rien recevoir. Mais en quelque sorte, s'il y a encore une plaque, tu peux rejeter parce qu'en plus, tu avais notifié, tu avais mis devant ta voiture que la voiture n'est pas sous la juridiction de ceux qui t'ont fait l'amende. Voilà, moi, par exemple, j'ai rejeté 3 amendes, mais pour des trucs bêtes, parce que j'aime pas prendre des amendes, j'aime pas, je circule pas à haute vitesse, voilà. J'allais à 50, 56, il y a 55, je m'étais garée pour chercher mes enfants sur les marchepieds, comme tout le monde, et ils m'ont fait l'amende, pas à ce moment-là, mais vraiment des trucs hyper bêtes, hein, mais hyper bêtes. Donc, ça m'a donné encore plus de motivation parce que je me suis dit, en plus, voilà, c'est vraiment... Et donc, j'ai fait 2 rejets d'amende par les documents que après j'ai mis à disposition. Et avec un affidavit de courtoisie, un affidavit. Et j'avais envoyé, donc je n'ai pas utilisé leur formulaire, je l'ai envoyé au tribunal effectivement de Versailles à Rennes. En plus, voilà, il y a des choses vraiment incroyables. Hein, un tribunal de Versailles qui est à Rennes. Bon. Et donc, je les ai envoyés au tribunal, comme il s'était mentionné dans l'amende. Je l'ai envoyé au maire, je l'ai envoyé à la police intercommunale. Et en plus, j'ai mis tous les numéros des 12, comme quoi ils étaient des sociétés privées. Donc, mais tout est créé, hein, tout sur les sites. Hein, vous n'avez pas trop à inventer à droite à gauche. Mais il faut faire les recherches d'UNS adaptées pour vous, hein, les recherches des sociétés. Donc, je les ai envoyées. Alors, pour l'une, on m'a répondu, le maire m'a répondu, jamais les tribunaux. Hein, ça fait 1 an. Je n'ai pas reçu de réponse du tribunal. Donc, les premiers, en fait, c'est le maire qui m'a répondu. J'ai lu avec attention, en fait, votre courrier, mais en fait, ce n'est pas moi qui a fait l'amende. Il faut vraiment vous adresser au ministère public. Et après ça, 1 semaine après, j'ai reçu même l'invitation à une inauguration d'une plaque au centre de la ville. Bon. Après, il y a la deuxième amende. J'ai reçu en fait la réponse de la police qui avait dit qu'il avait renvoyé les dossiers au tribunal local qu'il aurait en fait voilà, pris vision de l'ensemble, mais que si on m'avait prélevé des points sur mon permis, il me les aurait rendus. Terrible. Donc, c'est que... Et ça, je peux vous montrer même les papiers, parce que même moi, en fait, les jours où je l'ai fait en paix vraiment incroyable. Même quand j'ai fait l'enveloppe, j'ai passé tout l'amour possible à ces gens-là. Vraiment, mais vraiment, je les adorais parce que ça m'a donné une chance de m'affirmer, une chance de prendre conscience de quelque chose. Donc, je les ai aimés en ces moments-là. Et quand j'ai reçu ces retours, ben, la joie a explosé parce que ça n'a juste fait que confirmer ce que je savais à la base intérieurement. Mais je ne m'attendais à rien. Moi, je ne m'attendais pas à des réponses. Je ne m'attendais à rien du tout. Et je vous donne un autre exemple qui est vraiment énorme. Hein. Donc, il y avait une âme en Italie qui a été traitée par le groupe Natural Law, donc avec Alejandro Angelica. Hein, parce que tous ces gens-là, peut-être parfois, donc, ils ne sont pas tous d'accord, ces groupes, mais ils travaillent pour les vivants. Donc, pour moi, ça me suffit. Donc cette âme-là, elle était déjà dans les groupes italiens, en fait, Noia Io Sono. Donc, il avait déjà envoyé tout. Il avait envoyé plein de paperasses. Il avait envoyé tout ce qu'il fallait. Mais sauf qu'on l'avait condamné à être arrêté. Donc, il avait la dernière audience, même avec tous les papiers qu'il avait envoyés. Donc, il s'est adressé à Alejandro Angelica et avec lui, ils ont fait une petite formation
en ligne sur comment se porter, etc., s'il y avait besoin, mais déjà, ça facilitait la tâche que lui, il connaissait déjà de quoi on parlait, donc l'âme qui avait le problème. Et ils ont créé cette acceptation conditionnée pour la valeur. C'est un mix, en fait, c'est un contrat véritable déjà, où on déclare notre juridiction et en même temps, il y a un affidavit, une facture englobée, tout dans un seul document. Et c'est un document mixte. Donc, il y a les lois universelles, naturelles, tout ce qu'on dit de l'OPPT, mais il y a aussi les lois de la Terre qu'on avait vues dans la représentation tout à l'heure. Hein. Donc, il y avait les lois constitutionnelles, locales, il y avait les droits de l'homme, voilà, toutes les choses que vous pouvez imaginer. Il a envoyé cela. Après un mois, il a reçu un papier, disons, et ça, après des ans, hein, ça continuait depuis des ans, les procédures. Après ça, après un mois, il a reçu un papier comme quoi les cas n'avaient jamais existé. Donc, en fait, il y a aussi des cas qui ne se sont pas bien déroulés, mais moi, je pense que quand ça ne se passe pas bien, c'est qu'on doit apprendre des choses. Il faut réanalyser tout ce qu'on a fait du début pour qu'on comprenne où ça bloquait, qu'est-ce que c'était, en fait, c'était quoi notre démarche intérieure, c'était quoi nos papiers, parce que nos documents nous représentent à chaque fois, comme Francesca le disait, on est les documents en ces moments-là. Donc, il faut toujours analyser. Non, je ne vais pas vendre de la fumée en disant, voilà, les papiers font tout pour vous. Non, c'est vous qui faites pour vous. Et nous qui faisons pour nous. Il y a juste ces deux vérités à la base. Ouais, je peux vous couper juste une seconde. Merci. Oui. Vous dites ça, mais je veux dire par là, on discute avec des gens qui, d'après les papiers de l'OPTT, sont des gens illégaux. Pourquoi ça serait à nous à faire le travail alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont illégaux? Non, ils ne le savent pas forcément. Au moins, les opérateurs à des niveaux hiérarchiques vraiment bas, ils ne le savent pas forcément. Il faut comprendre une chose. OK, je prends l'exemple de la COVID. OK, là, je pense que ceux qui sont là se posent des questions. Donc, ça ne sera pas choquant si je dis que la COVID, c'est un lavage du cerveau. On est d'accord? Donc, la plupart, je pense que vous êtes d'accord avec Oui, avec tout moi. à fait. OK. Imaginez que ce lavage du cerveau, vous l'avez depuis petit. Parce que moi aussi, je l'ai eu. Hein. Moi, je croyais que l'État, la République, c'était waouh, la République, hein, la Constitution, c'était voilà comme la Bible. Donc, ces lavages des cerveaux, ça commence de tout petit. Et en plus, il y a des gens qui servent, et je parle des gens, je parle d'hommes comme nous, sont d'hommes comme nous, qui se sont mis à disposition. Même en bonne foi, parce que moi, je pense que la plupart en bonne foi, ils les font parce qu'ils croyaient vraiment dans ce qu'ils faisaient. Et ils se sont mis à disposition. Et il y a encore un lavage des cerveaux supplémentaire. En fait, tu rajoutes des couches. Parce qu'ils ont fait des formations, ils ont étudié les lois. Je ne parle pas des policiers. Les policiers ne connaissent pas les lois, mais quand même, les juges, peu importe. Hein. Mais tu rajoutes des couches à cette structure. Et quand tu dois, en quelque sorte, leur faire comprendre qu'ils sont dans l'illégalité, il faut enlever couche par couche. Ça prend du temps, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été vraiment illuminé, qui va se réveiller tout d'un coup, mais c'est rare. Parce qu'il y a des couches, parce que c'est même reconnaître avec soi-même qu'une partie de sa vie, c'était dans une fiction. C'était une illusion, qu'ils avaient servi le mauvais côté. Il y a des sens de culpabilité, il y a aussi le fait d'admettre de s'être trompé. Il y a le fait d'admettre que voilà, il y a tout un enjeu personnel là-dedans, une remise en discussion totale. Il y a le fait d'accepter qu'ils devraient quitter leur job.
ou quand même, voilà, que l'alternative, elle n'est pas la même que ce qu'ils connaissent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Je suis sans repère. Je ne peux pas accepter un truc comme ça. Vous voyez, la tête explose avec tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai plus de repères. Donc, si on se met dans leur peau, on n'a plus cette colère, non? Moi personnellement, j'essaye de me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas autre chose que ce qu'il a vécu jusqu'à ce moment-là. Et je recommande vivement cette approche de pédagogie. On commence de zéro pour leur faire comprendre petit à petit que quelque chose d'autre, ça peut exister. Vous connaissez les fenêtres d'Overton, peut-être vous en avez entendu parler. Hein? C'est le mécanisme de marketing pour la plupart, mais vraiment de psychologique, en fait, pour faire accepter même l'inacceptable aux gens. Ben, ça a été avec la Covid, donc avec toute la rénonciation des droits fondamentaux, etc. Mais on peut l'utiliser de la même manière, parce que les cerveaux humains, ça marche exactement de la même manière. Ça marche par la répétition. La première fois, ils te disent « Non, 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 c'est pas possible, ça peut pas exister, non, c'est pas possible. » La deuxième fois, par la coutume, si plus de monde, en fait, il leur parle, la deuxième fois, ils vont se poser une question « Mais punaise, il y a quelqu'un d'autre encore qui me parle de la même chose, donc ça doit exister quelque chose comme ça, non? Peut-être. » La troisième fois, on va se dire, oh punaise, là, je dois aller regarder parce que moi, c'est pas possible, en fait. Voilà, 3, 4, en fait, ils me demandent. La cinquième, et après, il y a tous les retours, hein, parce qu'il y a des juges peut-être qui vont s'émettre, qui vont délibérer, qui ne peuvent pas faire. Et ils vont, par les faits, ils vont vraiment comprendre que quelque chose là n'allait pas. Ben, c'est exactement ça qu'on est en train de faire, goutte par goutte. Essayer de creuser ces canaux vers la lumière qui leur permettra de voir. Donc, c'est ça que je vous dis. N'ayez pas colère envers eux, n'ayez pas cette sensation de vous sentir, comment dire, parce qu'ils sont juste des pédines, comme vous, ils ont été utilisés comme nous. On est exactement dans les mêmes bateaux, juste dans des rôles différents. Est-ce que j'ai répondu, Patrice? Oui, simplement encore une dernière petite chose, on ne file pas vers l'anarchie aussi. Ben, tu connais la Boétie? Voilà. Non, mais dites-moi. Je vous envoie une vidéo de la Boétie parce que l'anarchie en soi a été vraiment... Voilà, c'est comme toute ma histoire de marketing. Donc, quand il y a quelque chose de bon, ils essayent de manipuler pour rendre voilà, quelque chose de comment dire, pour l'attacher, pour pouvoir dire ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ben, là, je vous enverrai une vidéo, vous pourrez la regarder, l'évaluer par vous-même. Après, si vous souhaiterez étiqueter tout cela comme de l'anarchie, pour moi, c'est des étiquettes. Hein, pour moi, c'est le peuple qui s'organise. Parce que dans l'anarchie, il y a une notion d'individualité. Et là, on ne parle pas que d'individualité. On parle vraiment d'un individu dans un collectif qui s'organise, mais en respectant les individualités. Et en plus, on parle du contraire de ce qu'on pourrait envisager. Il y a de l'ordre dans ce qu'on est en train de faire, dans la responsabilité illimitée. Surtout dans la responsabilité illimitée, il y a de l'ordre, parce que tous on se sent responsables de manière illimitée de tout ce qu'on fait, de chaque acte, de chaque mot qu'on profère, de tout ce qu'on met en place, de tout. Donc, il y a énormément d'ordre, et je ne parle pas l'ordre comme commander quelqu'un, hein. Il y a énormément d'ordre, comment dire, d'organisation, mais harmonieux, fluide, et sans coercition dans tout cela. Donc, après, comme vous voulez l'étiqueter, ça m'est égal. Non, c'est pas ça, c'est toutes les mafias locales, tout ce bastingue et tout. Alors Lucia, tu nous dis combien de temps? Alors, déjà, il y a une question, mais oui. C'est à toi aussi de... Non, moi, je pensais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à la terre et aux vivants. Alors, je me disais, à ce moment-là, tous les squatteurs qui squattent des maisons qui ne sont pas forcément à eux, ils ont raison. Ils sont dans leurs droits.
Et donc, J'ai ceux pas qui compris, sont tous dehors, les- et Squatteurs. tous les squatteurs qui sont Ah. dans des maisons qui ne sont pas à eux, ils ont raison. Et ceux qui sont dehors parce qu'ils n'ont plus de maison et puis qu'ils n'ont plus de demeure, eh ben, c'est eux Mhm. qu'on sort quelque part. Mais définis le terme exploiteur. C'est qui les Non, exploiteurs? il n'y a pas d'exploiteurs, les squatteurs, les gens Ah, qui habitent exploiteurs, oui. les maisons qui ne sont pas à eux, par exemple, et qui laissent d'autres gens, comme des personnes âgées, dehors dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que Mais finalement, ils sont dans leurs droits puisque rien n'appartient à personne. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à ce moment-là, vous parlez de ça à certaines personnes, ils vont comprendre ça. Donc, tous les biens sont à tout le monde. Mais les squatteurs, c'est qui? C'est des gens normaux? Non, parce que je ne connais pas ces termes, hein, donc désolé, c'est une limite à moi. C'est des gens qui occupent des maisons, mais des gens comme nous qui occupent des maisons, ou c'est des fonctionnaires qui font que… Non, c'est des gens qui occupent des maisons qui ne sont pas eux, c'est-à-dire qui ne payent pas de loyer, qui mettent des personnes âgées dehors donc, des dans la hommes. difficulté. Des hommes, des femmes, des familles, il y a tout. D'accord, ok. Donc, il y a un concept à la base qui s'appelle déshonneur. Et ça, il est dans les commerces aussi. Hein. Donc, si moi, en fait, ou une femme âgée, peu importe, en fait, un homme, elle habite une maison, en quelque sorte, cette maison est sa propriété. En quelque sorte, sa valeur est mélangée à la maison elle-même. Donc, elle a une caractéristique, c'est un peu une extension de moi à la maison. OK? Donc, si quelqu'un l'occupe sans mon gré et en fait, je me retrouve dans la rue, en quelque sorte, ben, là, on ne peut pas utiliser nos PPT pour dire maintenant cette maison en moi parce que évidemment, il y avait quelqu'un qui était là avant moi. Elle était là. Donc, tu vois, il y a un acte de déshonneur qui fait en sorte qu'on ne puisse pas utiliser certains droits parce que les droits naturels ne prévoient pas ça. Les droits naturels prévoient qu'on utilise, on se sert de ce qu'il nous faut pour satisfaire nos besoins, mais pas qu'on crée des dommages à quelqu'un d'autre. Et dans ce sens-là, on a créé un dommage. Donc, Après, même d'un point de vue commercial, donc si on devait adresser cela d'un point de vue commercial entre hommes, ben justement, là, il y a un déshonneur flagrant parce que moi, j'ai même des témoins que je peux prouver que j'habitais cette maison-là jusqu'à ce moment-là. Peut-être elle avait même un acte d'achat qu'on peut retrouver quelque part. D'ailleurs, on peut parler même de ça quand je présenterai les projets communs parce que j'ai une dernière slide, mais après, on va voir si on peut la faire. ouais. Lucia, Lucia, il y a des moyens de le faire. Oui. Ouais, après, tu vois, quand on parle de squatters, les squatters, c'est des gens qui viennent dans des maisons parce qu'elles sont inoccupées, parce qu'elles sont des objets de placement de la part d'assurance. La question reste entière, en effet, de savoir qui vole qui. Voilà, c'est… Alors, si en fait les biens, il est en quelque sorte la propriété d'une assurance d'une banque privée et que en fait eux ils occupent alors que c'est la propriété ou sous la tutelle, comment vous voulez l'appeler, d'une banque privée, mais en quelque sorte, même par la Déclaration des droits de l'homme, eux ils peuvent occuper. Mais on ne peut pas les rendre responsables de ceux qui ont été virés de cette maison avant par l'assurance ou la banque qui a fait la saisie. On est d'accord? Voilà, c'est ça les trucs en fait. Il faut comprendre qui a fait quoi et comment. Mais en Italie, par exemple, moi je pensais que c'est de ça qu'on parlait. Parce qu'en Italie, par exemple, il y a des gens, imaginons qu'il y a une femme âgée ou un homme âgé qui sortent de la maison et quand ils rentrent à la maison, en fait, ils la trouvent déjà occupée par quelqu'un d'autre. Parce qu'en Italie, il y a ça aussi. Hein. Donc, mais moi, je pensais qu'on parlait de ça. Mais s'il y a eu une saisie depuis une corporation gouvernementale, peu importe, qui a saisi le bien déjà à la MAGE, ben, si la MAGE n'a pas en quelque sorte contesté selon une autre juridiction qu'elle a l'heure, ben, et que la propriété, elle est passée à l'État, ben, là, en fait, elle a toujours été de l'État. Mais bon,
il est quand même géré de l'État à ce moment-là, ben, le squatteur, oui, il pourrait réclamer ses droits de l'occuper s'il n'a pas de maison. S'il n'a pas de maison, il pourrait réclamer ses droits, mais il faut se positionner sur la bonne juridiction et d'une certaine manière. Mais même la personne âgée, en fait, qui avait été saisie, elle pourrait s'appeler à ses droits de juridiction sur la loi naturelle, au PPT, etc., pour faire invalider l'action qu'elle avait de saisie. Donc, vraiment, il y a une possibilité, même pour les gens qui ont été saisis, de renverser la donne. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu, hein, parce que… Ah, je pense que oui, tu as bien répondu. Parce que c'est vrai que peut-être on ne veut pas vraiment te kidnapper pendant c'est quelle heure. C'est Non, oui, je vous montre. très… Vous vouliez voir les projets communs, donc je vous les montre tout d'un coup, mais on ne va pas trop rentrer trop dans les détails parce que c'est déjà tard. Oui. Et après, je partage quand même la présentation et vous pourriez poser des questions même dans les canaux qu'on a créés pour l'événement. Alors, ça va prendre quelques minutes comme d'hab. Voilà. Et voilà, pendant qu'elle se prépare, ici, C'est bon? oui, j'en profite pour dire qu'ici, il y a un petit chapeau. N'hésitez pas, ici à la Grange Verte, on est chez nous, on a des gardiens qui nous protègent. Je les fais passer carrément. Oh, bon, prenez vos noms, mais là, on va faire après. Je l'ai dit déjà, si quelqu'un veut partir, voilà. Nous, on a l'économie du don, donc on l'applique tout de suite. Alors, en responsabilité limitée, hein, donc voilà. Il faut se libérer de la monnaie qui peut-être nous appartient même pas, donc voilà. Libérez-vous. C'est un lourd, chaque fois qu'on utilise, c'est une façon de la consentir aussi. Donc, voilà, je te laisse. Merci. Non, mais c'est très important vraiment de reconnaître la valeur des autres parce qu'on est en responsabilité illimitée. Et ça fait partie aussi voilà, de ces petits dons que vous pouvez donner. Donc, les projets en cours. Donc, je vous dis, c'est que dans les groupes, on a déjà entrepris, qui est en cours déjà et qu'on a formulé, qu'on est en train vraiment de remettre en place. Mais nous, les peuples et nous. Donc, si vous avez d'autres projets que vous souhaitez proposer, que vous souhaitez en quelque sorte, voilà, sur lesquels vous souhaitez vous investir, n'hésitez pas à les proposer parce que encore une fois, c'est nous tous. Hein, donc là, il y a pas comment dire, il y a pas peu qui décident pour tous. Non, tous peuvent proposer. Donc, déjà, mettre à disposition les 78 documents, mais traduits. Parce qu'on voit qu'il y a une limite de linguistique et on voit que certaines questions reviennent à chaque fois, même si les codes UCC est très parfois cryptique, mais déjà vous permettre de les comprendre un peu plus. Terminer de mettre à disposition les instruments des actions-réactions au système. Donc, parmi ceux-là, l'acceptation conditionnée pour la valeur. Le mardi, on va annoncer la facture. Donc, on a déjà complété la traduction, mais aussi les ajustements sur la facture. Donc, on va la mettre à disposition, on va l'expliquer lors du Zoom. La notification des déshonneurs, un courrier aux banques, parce que tout se passe par là aussi, et la plaque voiture FreePass. Donc, ça, c'est les urgences par rapport aux instruments de action-réaction. Le reste est déjà disponible. Ou si vous voyez qu'il manque quelque chose, vous pouvez toujours proposer. Mettre en place un groupe d'action sur les terrains. Donc, des gens formés qui se portent en cas de besoin. Ça, c'était aussi la suggestion. Déjà, cet été, on en parlait avec Alejandro Angelica. En Italie aussi, ça s'est fait parce qu'ils sont déjà organisés d'un point de vue régional. Donc, voilà, ils se supportent là-dedans. Mais Valou aussi, dans notre groupe, en fait, elle voulait créer ce type d'instrument et je pense qu'effectivement, ça pourrait aider.
pour faire entendre le peuple voilà, dans certaines situations extrêmes, ou simplement pour s'entraider, se recommander, suggérer. Après, créer un réseau d'entente basé sur la charte des droits naturels avec d'autres groupes. Donc, il y a énormément de groupes de résistance. Et je pense on peut garder notre individualité des groupes tout en convenant d'un dénominateur commun qui nous permette en fait de communiquer et nous permette d'agir ensemble s'il y a besoin. Donc, on ne peut pas éliminer les individualités et c'est juste que ça soit comme ça parce que chacun résonne avec son degré voilà, sa fréquence et sa conscience, etc. Mais on a besoin de s'entendre parce que tous nous opérons pour une émancipation d'une manière ou d'une autre, à différents degrés, mais tous nous opérons pour le même objectif. Évaluer la possibilité d'une cour ou un peuple, en fait, cela a été aussi envisagé lors de l'été, mais ce n'est pas envisagé comme un tribunal. Ça serait vers les systèmes. Donc, ce n'est pas que moi, privé, je peux dire « Ah, mais moi, j'ai un problème avec un autre privé voilà, sur ça et qu'il y a un cours qui délibère. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est vers le système. Parce que le peuple doit s'exprimer conjointement sur certains cas qui sont vraiment des violations claires et nettes de droits fondamentaux. Alors, la challenge, ça peut être que ça peut impliquer l'exercice de la force parce que, par exemple, il y a d'autres tribunaux populaires qui ont été mis en place, là, comme le court en a un, par exemple, mais le problème, c'est que même s'ils émettent de verdicts, ben, ils ne sont pas exécutés parce qu'il n'y a pas l'exercice, en fait, de la force. Parce que, en fait, les institutions nient ou ignorent ce qu'on fait. Donc, vraiment réfléchir à comment les mettre en pratique sans l'exercice de la force. Donc, c'est ça le grand dilemme. C'est ça le grand dilemme. Après, l'achat des terrains partagés, donc un contrat parmi les vivants. Comment faire sortir les terrains du réseau privé, prétendu public privé. Parce que pour l'instant, tous les territoires ont été, mais les cartes politiques pourquoi on appelle la carte politique? Parce que c'est de la politique, c'est pas en fait une terre allodiale ou une terre comme Mère Nature nous l'a fait. Donc, il y a de la politique derrière. Donc, c'est qu'il y a un pouvoir qui s'exerce sur ces terres. Donc, comment on te les fait sortir? Donc là, il y a un projet qui est déjà en train voilà, de se rédiger, qui est déjà mis en pratique, déjà par certains qui ont déjà fait, comment dire, ils ont déjà lancé la balle. Donc, d'acheter des terrains de point de vue partagé. Donc, il y a quelqu'un qui prête sa fiction et qui après crée des contrats parmi des vivants avec des témoins qui puissent aussi effectivement témoigner de cet échange pour que ces vivants qui ont fait les contrats, au final, même si le propriétaire, la fiction juridique change, en fait, voilà, décès ou peu importe, que même les héritiers peuvent, en fait, qu'on puisse soumettre aux héritiers ces documents qui soient valables et contraignants. Donc, tout cela, en fait, c'est mis en base avec une base de données aussi du vivant et des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs âmes qui sont en train de travailler sur cela. Et cela, en fait, aussi donne l'origine à quelque chose d'autre qui est les réseaux de vivants. Ça veut dire que moi, en fait, je déclare que mon terrain ou ma maison, peu importe, ça soit un pôle du vivant. Et que je le déclare en fait dans un réseau privé juste accessible effectivement aux vivants, faire avec une technologie crypto que voilà, Claudio, en fait une âme à nous, pourra vous expliquer le moment venu, mais qui permettent en fait voilà, de se supporter ou de pouvoir échanger entre vivants de la même manière, parce qu'on sait de quoi on parle. Et pour qu'on puisse créer une alternative à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer l'alternative. Donc, créer quelque chose qui n'existe pas, qui est
un système, mais même pas un système, juste un réseau. Moi, je l'appellerais vraiment un réseau des vivants où tous, en fait, gardent leur individualité parce qu'il faut pas non plus négliger le fait que nous, les hommes, on n'est pas faits pour être dans des communautés où des millions de gens vivent ensemble, telles que les villes. On est fait pour avoir des communautés, petites communautés où l'on s'entende, où l'on se respecte, où l'on s'entende sur comment on vit ensemble et on avance. Mais il faut que ces communautés se reconnaissent entre elles et qu'elles puissent échanger sur un dénominateur commun, tel qu'on a dit tout à l'heure, la charte des droits naturels. Donc voilà. Et après, il y a les réseaux du don, dont Yves et Anne-Sophie font partie, mais sans le savoir. Mais vraiment, se mettre dans cet état d'esprit que on est déjà dans l'abondance et que la valeur en fait qu'on peut émettre est illimitée. Donc que du coup, vraiment tous les principes de scarcité, de manque, c'est tout ce que des illusions qui nous ont inculquées. Donc l'argent, on a besoin d'argent, mais qui a décidé que l'argent valait tant? C'est juste des conventions qu'on utilise et qu'on peut faire terminer d'un jour à l'autre. Valom est aussi une autre initiative de quelqu'un dans les groupes qui a dit qu'on pouvait effectivement échanger pour créer cette transition où il n'y aurait pas d'argent. Il y aurait une valeur d'échange qui serait basée sur la valeur de l'homme. Et donc, c'est toujours un crypto, en fait, la base, toujours un crypto, mais qui nous permettrait effectivement pour les gens les plus, voilà, comment dire, ayant les plus de difficultés à accepter la gratuité, de l'utiliser pour comprendre et les éduquer à la gratuité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et voilà, dans cette phase de transition. Donc, voilà, mais ça, c'est que vraiment des initiatives d'hommes. Donc, mon dernier point, donc je vais devoir déplacer cette barre. Évidemment, tout nouveau projet, elle est bienvenue parce que les nous créent les nous. Donc, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de fin à la créativité, il n'y a pas de fin à tout ce qu'on peut faire ensemble. Et voilà, ici, il y a toute la bibliographie donc je vais vous l'envoyer et vous la lirez si vous en avez envie quand vous voulez. Grazie. Grazie a voi. Merci d'être là. Un gros bisou à vous tous. Donc, mais en tout cas, tu as déjà spoiléré les 18, 19 mars, non? Bon, ok, désolée. Mais je suis vraiment contente parce qu'en plus, le 18 mars, ça va faire vraiment les 10 ans de la ratification de l'OPPT. Et c'était un hasard, hein? On ne s'était pas rendu compte quand on avait fixé la date. Donc, vraiment, la Grange Verte, elle a vraiment cette place importante même dans notre projet commun. Parce que voilà, c'est même comment dire, un événement pour nous, le fait de fêter ces 10 ans. Donc, merci encore Yves, merci Anne-Sophie pour tout. C'est génial, merci. Merci bien. Profitez bien. Une embrassade collective. Ciao, Bella. Au revoir. Ciao. C'est où? Ah oui. Je ne sais même pas comment on est en... Ah,